longtemps, j'ai contemplé l'océan sans le comprendre. Je ressentais l'énergie immense de ses eaux, je m'étonnais de la profondeur de ses bleus, je respirais l'air du large. Mais en réalité, je ne voyais rien. Ici, à Shark Bay, en Australie, les falaises me murmuraient l'histoire de la Terre. Elles n'étaient pas des roches sorties de terre, elles étaient nées de la vie de l'océan. Elles formaient un immense sanctuaire fait de milliards de squelettes d'animaux marins accumulés au fond des mers lorsque la Terre n'était qu'un océan. Ces organismes avaient fait l'air que je respire et le climat qui me protège. Je voyais de puissantes marées creuser des sillons de sable, mais je ne voyais pas que ce brassage est la source de la vie. Je voyais les vents sculpter des dunes, mais je ne voyais pas le mariage de la terre et de la mer. Je voyais le sel blanchir une terre aride, mais je ne voyais pas que l'océan a apporté la vie au continent. Je voyais d'immenses prairies coloniser le fond des mers, comme je n'en voyais pas sur Terre. Mais à Shark Bay, il y avait bien plus encore. Il y avait l'origine de ma propre histoire, à moi, l'humanité. Elle avait commencé là, par une colonie de fossiles de bactéries qui vit à fleur de l'océan et que l'on appelle stromatolite. Je descends de cette forme de vie, la plus ancienne connue sur Terre, dont la naissance remonte à 4 milliards d'années. Je venais de là, je viens de l'océan. Aujourd'hui, devant l'océan, je ne vois plus que moi, l'humanité. Je suis 7 milliards d'humains. J'ai fait de la planète un monde à mon image. Sur les rivages de l'océan, j'ai bâti des mégapoles où je vis par millions. J'ai creusé des ports, rasé des îles pour construire mes usines. L'océan m'apporte toutes les richesses minérales du monde. Je travaille la matière, je fonds l'acier, je découpe. 100 000 de mes bateaux parcourent les océans. Tout ce qui vit, tout ce qui pousse sur la terre, passe un jour dans mes mains de fer. Je transporte même les forêts. Je puise sans relâche dans l'océan pour me nourrir. Je suis devenu un super prédateur. J'ai mis ma vie en boîte. C'est 600 millions de boîtes que je transporte grâce à l'océan. Cet océan m'a offert la mondialisation. La planète est à moi. Et maintenant, où je vais ? Je commence à mesurer les conséquences de ma puissance. Surpêche, climat, épuisement des ressources, pollution. Ma propre course m'entraîne loin, beaucoup trop loin. Et je le sais parce que je suis capable de comprendre ce qui m'arrive. Comment en suis-je arrivé à ne plus voir ce qui m'entoure ? Pour le comprendre, il faut retourner au commencement de tout.
Au commencement, la Terre se consumait, secouée de violentes convulsions. La matière en fusion subissait de terrifiants bombardements en provenance du système solaire. Ce champ de bataille a fait apparaître une atmosphère fulminante, rouge d'azote, de carbone et d'hydrogène, et de vapeur d'eau, sans doute venue par la glace des comètes provenant de la galaxie. La surface de la Terre était comme une énorme bulle sous pression, chauffée à plus de 700 degrés. Puis le brasier s'est refroidi et les vapeurs se sont condensées, produisant alors le plus grand des déluges terrestres. C'était il y a 4 milliards d'années. L'inondation a couvert la quasi-totalité de la croûte terrestre. Cette eau a rincé la roche primaire jusqu'à son érosion. Elle s'est chargée en sel. Et la Terre est devenue un monde d'eau salée. On appelle cette eau l'océan. Une planète océan venait de naître. Au cours de l'âge glaciaire, il y a 700 millions d'années, la température a chuté. La planète est restée blanche 20 millions d'années, puis elle a fondu sous un puissant effet de serre, créé par le carbone des volcans. D'autres glaciations ont suivi, puis d'autres réchauffements. Il reste de ces périodes d'immenses zones froides au pôle nord et au pôle sud du globe. Ces régions polaires servent de refroidisseurs à une immense machine climatique. Proche de l'équateur, le soleil chauffe l'océan qui semble bouillonner. Ce contraste entre régions chaudes et régions froides fait naître de puissants courants d'air. Ce sont les vents, si essentiels dans cette histoire. Les vents descendent froids et lourds des zones polaires et se heurtent à l'air chaud et léger de l'équateur. Ces vents, déviés par la rotation de la Terre, forment de grands tourbillons. Au contact de l'océan, ces vents poussent l'eau. Ils génèrent de puissants courants marins capables de déplacer des millions de mètres cubes d'eau à travers l'océan. Partout, l'océan est creusé de tourbillons, dont certains tournent pendant des années. Ce mouvement irrigue de chaleur la surface de la planète bleue. L'eau chaude des tropiques remonte vers les pôles, puis cette eau se refroidit, devient plus dense, chargée de sel. Elle plonge alors dans les fonds. Cette eau des profondeurs poursuit son voyage sur le fond de l'océan. Poussée par sa propre masse, elle emporte avec elle le froid polaire. Un jour, elle bute sur le relief,
retrouve à nouveau les eaux de surface où elle se réchauffera. Il faut 1000 ans à une goutte d'eau pour faire le tour de l'océan. Ces courants ont fait naître un climat tempéré sur la Terre. Ils ont achevé la genèse d'une planète vivante. Lorsque le soleil est fort et que les courants remontent à la surface, il se produit un phénomène extraordinaire, si grand qu'on le voit de l'espace. On l'appelle un bloom, une explosion de vie. Cette vie qui prolifère s'appelle le plancton, la vie qui dérive, parce qu'elle ne peut pas se déplacer par elle-même et suit les courants. Ces blooms puisent l'énergie du soleil. Ils se produisent entre la surface et les 100 premiers mètres, là où les rayons pénètrent dans l'océan. Les minuscules algues qui apparaissent forment une immense prairie marine flottant entre deux eaux. La masse produite ainsi tous les ans représente à elle seule la moitié du végétal de la planète. Parmi ces micro-algues, il en est qui évoquent de lointaines galaxies. Ce sont des protistes, des organismes très anciens. La plupart n'ont qu'une cellule entourée d'un squelette de verre et de calcaire. À ce niveau, la distinction entre plantes et animaux est assez floue. Certaines de ces cellules vertes ont même des mains qui leur poussent pour augmenter leur surface d'exposition au soleil. Toutes ces micro-algues se nourrissent de carbone et produisent en retour de l'oxygène. La moitié de l'air que je respire vient de ces micro-algues. L'océan est le poumon bleu de la planète. Puis le bloom végétal déclenche une autre explosion de vie, celle des milliards d'animaux herbivores qui viennent se nourrir dans la prairie marine. Ces animaux ne mesurent guère plus de quelques millimètres, souvent bien moins. On les classe en méduses, crustacés, cellules, coquillages, larves, des milliers de groupes d'espèces. Parmi les plus importants d'entre eux, on trouve du krill, des petites crevettes qui broutent les algues nuit et jour. On trouve aussi en très grand nombre de minuscules puces des mers qui nagent par bonds avec leurs pattes. Elles sont chassées par de dangereux prédateurs, de forme allongée, munis de dents de verre et très voraces. Chaque instant de vie dans le plancton est un acte de survie. Proie et prédateur se mélangent sans cesse et il se trouve toujours un plus gros prédateur pour engloutir les précédents. Cette immense chaîne alimentaire unit le plus petit organisme au plus grand. Le plancton est comme un livre ouvert sur l'histoire de l'océan. Pendant 3 milliards d'années, la vie a évolué ici, dans ces prairies marines. Certaines espèces, très anciennes, comme le groupe des gélatineux, ne se sont développées que dans l'océan. En parfaite harmonie avec le monde liquide, ils ont un corps élastique qui leur permet d'aspirer la nourriture et se déplacer en même temps. Parfois, ils s'accrochent les uns aux autres en d'immenses chaînes pour mieux se déplacer dans le courant. Malgré l'apparent désordre, chaque parcelle de vie est organisée dans le moindre détail. Ces explosions de vie finissent un jour par disparaître. Ou dévorées, ou par le manque de ressources, ou encore terrassées par un invisible ennemi.
une attaque virale. Des milliards de virus dont le rôle biologique est de réguler chaque explosion de vie. La nature ne supporte pas les excès. Les virus sont là pour ça. À la fin de l'hiver, les maquereaux ont quitté leur hibernation dans les profondeurs de l'océan. Ils remontent en surface, à la recherche de la prairie marine. Comme de nombreuses espèces de poissons, ils se nourrissent de l'invisible plancton. La chaîne alimentaire, à nouveau, relie entre elles les espèces. Les poissons ne se connaissent pas de chef. Et pourtant, ils manœuvrent en formation parfaite. Chaque poisson sent en permanence la présence de ses voisins et respecte cet écart. Cette auto-organisation est comme une loi fondamentale. Elle permet de chasser en groupe et augmente les chances de dénicher une zone riche en nourriture. Le premier qui trouve peut guider les autres d'un simple mouvement. La chaîne alimentaire prend une autre tournure. L'espadon voilier est le poisson le plus rapide de l'océan. Lui, il mange les poissons, pas du plancton. Sa nageoire dorsale lui donne une stabilité hors pair au service de sa prédation. Un espadon de 100 kg avale au cours de sa vie 1000 kg de maquereaux, qui ont consommé 10 000 kg de zooplancton, qui ont brouté 100 000 kg de phytoplancton. Pour chaque kilo d'espadon, il faut 1000 fois plus de prairies marines. La chaîne alimentaire est un ordre, une pyramide implacable. Certaines espèces choisissent aussi de s'entraider. Les raies manta ne se nourrissent que de plancton. Leurs ailes de 6 mètres d'envergure offrent un abri aux autres poissons. En retour, ils débarrassent leur hôte de ses parasites. D'autres optent pour le requin-baleine, le plus grand des poissons. Ce voyageur sillonne lui aussi l'océan entier à la recherche du plancton. Il emmène les plus petits poissons qui profitent de son aspiration pour se nourrir. La solidarité a aussi sa place dans cette immensité liquide profonde de 4000 mètres qui couvre les 2/3 de la planète. Parfois, il arrive que ce voyage soit interrompu par une terre. Ici, au Raja Ampat, en Indonésie, une terre est apparue lorsque l'océan s'est retiré, il y a 2 milliards d'années.
Ces collines calcaires étaient autrefois le fond de l'océan. Comme à Shark Bay en Australie, elles sont aussi faites de milliards de squelettes de plancton, empilés au temps géologique, lorsque l'océan recouvrait la planète. Avec le retrait des eaux, l'érosion a sculpté la roche en un sanctuaire luxuriant. Un dédale de 1500 îlots de plancton fossilisés, couverts de forêts primaires. L'archipel des Raja Ampat est le cœur d'une région très riche en biodiversité. Ici vivent plus de 1400 espèces de poissons et un quart de la totalité des espèces marines. La raison de cette prodigieuse diversité vient à nouveau de la vie elle-même. Au contact de ces terres émergées, il s'est produit une chose extraordinaire. Une partie du plancton a quitté la vie nomade et s'est fixée. La vie marine a choisi de bâtir un monde nouveau. C'était il y a seulement 500 millions d'années, une révolution dans l'océan. Cette famille de plancton a créé les récifs de coraux. Le corail est un animal que l'on ne voit pas le jour. Ce que l'on voit le jour, c'est le squelette calcaire qui lui sert de maison. Un squelette qui ressemble à un arbre, des branches ou des feuilles. Pour vivre dans ces eaux, pauvres en nourriture, les coraux abritent en eux une algue qui les nourrit le jour par l'énergie du soleil. L'algue est le maître d'œuvre de la construction. Elle cherche à occuper la meilleure place au soleil. Chaque corail lutte avec ses voisins pour gagner la lumière à la vitesse de quelques millimètres par an. Cette forêt pétrifiée est aujourd'hui l'écosystème le plus densément peuplé de la planète Océan. On peut s'y cacher, on peut y chasser. Chacun occupe un territoire. Tout est codifié pour y vivre, même la couleur des poissons est une parure de camouflage ou de séduction. Comme une merveilleuse cité marine, on se presse à ses portes. On vient de loin pour se faire débarrasser de ces parasites, car seul le récif offre suffisamment de diversité pour garantir un tel service. Des millions d'années d'évolution ont permis à chacun de trouver une place et un rôle
dans cette babelle de corail. La rascasse se camoufle seule, alors que l'araignée de mer se laisse coloniser par les coquillages et devient invisible quand elle ne bouge plus. On se cache des prédateurs. Comme dans toute cité cosmopolite, la vie dans le récif ne s'improvise pas. Il y a des codes, des règles de vie en société à respecter si on ne veut pas finir dans le ventre d'un voisin. La dissimulation devient un art, comme chez les poulpes, capables de changer de couleur et de structure de peau pour tromper leurs assaillants. Malgré les risques que comporte cette vie en collectivité, nombre d'espèces se servent du récif comme nurserie. De tout l'océan, c'est encore là que l'on a le plus de chances de nourrir sa famille. Les seiches protègent leurs œufs en les dissimulant le plus loin possible entre les branches des coraux, empêchant ainsi les poissons de les manger. Les anémones sont venimeuses et même mortelles. C'est exactement pour cette raison que les poissons clowns ont choisi d'y vivre. Ils s'immunisent en se frottant à leurs tentacules dès leur plus jeune âge, comme une vaccination naturelle qui leur permet d'utiliser l'anémone comme un refuge. Pour qui ne connaît pas le récif, cette cité merveilleuse est en réalité pleine de pièges. L'Heteroxenia n'est pas une fleur, mais un corail sans squelette. Un animal qui piège le plancton dans ses tentacules. La nuit, le paradis du récif tourne à l'enfer. La partie vivante du corail, le polype, invisible de jour, apparaît la nuit. Le polype sort ses tentacules pour chasser. Immobile dans son récif, il utilise les courants marins pour attraper ses proies. Malheur à celui qui dérive à proximité. Ces tentacules immobilisent tous ceux qui les touchent en injectant un venin mortel, parfois même un suc digestif si puissant qu'il semble diluer la vie. Le récif est un prédateur dangereux. Une fois piégé, la victime ne peut se défaire de ses bras, qui l'emmènent lentement vers une bouche où elle sera digérée. Une fois par an, exactement à la même heure, à la pleine lune de printemps, il se produit un événement extraordinaire. Le récif entre en reproduction. Étonnante sexualité. Par millions, le récif essaime en pleine eau, librement. Ces œufs, qu'on appelle gamètes, mâles et femelles, en fusionnant, donneront naissance à des larves de futurs récifs de corail. Cette ponte se produit une seule fois dans l'année. Elle ne dure que quelques heures et repose sur une synchronisation parfaite entre tous les coraux d'une même espèce. À nouveau, le courant se révèle un allié précieux. Les larves sont ainsi mélangées et dispersées pendant plusieurs jours et plusieurs nuits avant de retomber plus loin. Elles partent à la conquête
d'un nouvel espace. Celles qui survivront se fixeront sur de nouvelles parois des fonds marins, afin de perpétuer l'immensité corallienne qui les a fait naître. L'extension est constante. Depuis 500 millions d'années, les coraux poussent, meurent, repoussent. Ils ont forgé un empire visible depuis l'espace, la plus grande construction vivante de la planète. Toute la faune de l'océan est de près ou de loin liée à ces oasis de vie. En Polynésie, les mérous font un long voyage pour venir pondre sur le versant du récif. C'est un grand rendez-vous pour cette communauté à l'ordinaire solitaire qui vient chercher dans le lagon un abri pour sa reproduction. Mais ce rendez-vous sera aussi celui des requins gris en maraude. Au cours de leur vie, les mérous commencent femelles, puis changent de sexe et deviennent mâles au-delà d'un certain poids et d'un certain âge. Ils frayent par bonds, mêlant les semences. Les femelles, affaiblies par la ponte, deviennent alors des proies faciles. Les requins attaquent. Ils vont massacrer une partie des mérous. Mais cette prédation, paradoxalement, est vitale pour l'espèce entière des mérous qui, sinon, se reproduirait trop vite et trop nombreuse. De nouveau, la nature ne tolère pas les excès. Il y a toujours un régulateur qui plane au-dessus d'un autre. Les requins marteaux sont de redoutables chasseurs. Apparus il y a 20 millions d'années, ces animaux sont des super prédateurs. Leur tête en forme de marteau leur sert de nageoire et favorise leur agilité. La position de leurs yeux, très écartés, leur donne une vision en relief. Ils chassent les poissons et les autres requins. C'est comme si la prédation avait dicté l'évolution des espèces. Et c'est là où j'arrive dans cette histoire. Je suis là, moi, l'homme, l'humanité. Je suis le dernier maillon de la chaîne de la vie. Je suis le prédateur des super-prédateurs. Je pêche tout ce qui vit, et même des millions de requins par an, souvent juste pour la valeur de leurs ailerons. Moi, j'ai commencé là, de l'autre côté du miroir de l'océan. J'occupe les terres émergées. Il y a très longtemps, pour me protéger, j'ai bâti des villages comme il y en existe encore, au San Blas, dans la région de Panama. Je ne nageais pas comme le poisson. Alors j'ai imaginé des bateaux pour me déplacer. Et puis j'ai construit un monde qu'aucune espèce n'avait bâti avant moi. Pour mes villes, j'ai tissé des ponts entre les îles. J'ai conquis l'océan par la terre. J'ai appris à creuser les montagnes, détourner les cours d'eau et même faire naître des îles. J'ai bâti un empire plus grand encore que les citadelles de corail. On voit du ciel mes murailles, mes villes immenses. Par mon intelligence, moi, l'homme faible, je suis en réalité devenu très fort. Et riche ou pauvre, dans le monde,
La moitié des hommes vit à moins de 100 km de l'eau. Déjà, la quasi-totalité de la population d'Afrique noire se concentre sur le littoral. La seule ville de Lagos, au Nigeria, compte 17 millions d'habitants. Plus de 100 000 personnes habitent son bidonville lacustre. La population qui migre ici n'a pas de place à terre, alors elle se tourne vers la mer. Moi, l'humanité, je suis plus de 7 milliards. Existe-t-il encore une limite à ma croissance? Je ne sais même plus. À chaque seconde qui passe, la planète compte 2 êtres humains de plus à nourrir. Alors j'ai faim. Et je me suis tourné naturellement vers l'océan pour me nourrir. « 3 milliards d'humains dépendent directement de la ressource marine. Pour près d'1 milliard, la pêche représente même l'unique apport de protéines animales. L'océan est indispensable à ma vie. « 4 millions de mes navires de pêche partent chaque jour à l'assaut de l'océan. La plupart ne sont que des barques, comme celle qui décharge chaque matin sur les côtes du Sénégal. Ma pêche est depuis ses premiers jours un métier familial, pratiqué et transmis de génération en génération. Malgré les dangers du métier, lorsque la terre vient à manquer pour se nourrir, les plus démunis se tournent toujours vers l'océan. Au total dans le monde, en comptant les emplois indirects et les familles, la pêche fait vivre 500 millions d'humains. Ici, je constate l'abondance d'un océan, capable de nourrir un peuple entier. Au tout début de mon histoire, j'ai récolté les algues sauvages sur le rivage. Elles existent depuis 3,5 milliards d'années. J'ai appris à cultiver la mer comme j'avais mis en culture les terres. Ces algues ne demandent que 6 semaines de pousse avant une récolte. Elles ne nécessitent que le soleil et le brassage des courants. Aujourd'hui, à Bali, en Indonésie, je fais pousser des algues dont j'extrais une gélatine alimentaire. Cette culture produit 15 millions de tonnes d'algues exportées dans le monde entier. Algues brunes, vertes ou rouges servent à tous les usages. Médicaments, textiles, aliments, engrais. J'ai tracé des lopins de mer et aménagé des estuaires entiers en zone aquacole. Dans le monde, plus de 530 000 hectares sont consacrés à la culture des algues, faisant vivre
1 million d'agriculteurs des mers. En Corée du Sud, dans l'archipel de Wando, 200 îles sont converties à la culture des algues. Ces magnifiques tableaux sont d'immenses filets déployés au soleil qui servent au séchage des récoltes. Sur les 30 000 espèces d'algues qui poussent en mer, seule une cinquantaine me nourrit. Je cultive des laminaires, de larges algues pouvant atteindre 3 mètres de longueur. En Asie, cette algue est utilisée comme aliment de base. Ses feuilles ont une saveur de sucre et contiennent des protéines, des sels minéraux et des vitamines. Je pêche depuis 40 000 ans, améliorant sans cesse mes pêcheries. À nouveau, ma force vient de mon intelligence qui compense mes faiblesses. Elle m'a permis d'imaginer des filets de plus en plus élaborés, de plus en plus efficaces. Ce qui a tout changé, c'est l'invention du chalut de haute mer. Un large filet ouvert en entonnoir comme la gueule du requin-baleine. Certains chaluts sont si grands qu'ils mesurent 40 km. Ma pêche est devenue une industrie. Il n'est plus question de famille, mais d'investissement et de technologie. Pour augmenter les prises, mes pêcheurs se sont constitués en flottille. Puis ce sont des bateaux, transformés en usines qui ont pris la mer. J'utilise des sondeurs, des radars et toute mon intelligence pour traquer la vie marine. Chaque année, je pêche 90 millions de tonnes de poissons sauvages dans le monde. 1% de mes navires en pêchent à eux seuls la moitié. Mes chaluts, mes seines, mes filets sont si vastes que je ne choisis plus mes prises. Je prends ce qui vient et je trie ensuite selon la valeur marchande des poissons. Anchois du Pérou, colin d'Alaska, harengs de l'Atlantique, je capture tout en masse. Je ne connais aucune limite à ma prédation, sauf les quotas de pêche que me fixent les scientifiques. Mais qui peut m'empêcher de les dépasser? Globalement, 80% des stocks de poissons commerciaux sont déclarés pleinement exploités, voire surexploités. La pêche plafonne. J'ai atteint une limite biologique. Comment ai-je pu en arriver là? Ma pêche intensive sacrifie des millions de poissons. Ce sont les rejets, les rebuts de ma pêche ou simplement les poissons morts écrasés dans mes filets. Des poissons morts pour rien. À mesure que les stocks de surface s'épuisent, je ratisse de plus en plus large, de plus en plus profond. Mes chaluts descendent désormais à plus de 3000 mètres. Je pêche en aveugle, une faune que je connais à peine. La faune des abysses, qui vit dans le noir, l'isolement et la faim. Dans les abysses, la lumière disparaît progressivement. La vie se joue alors autour de cette absence. Et quelle vie! Vers 100 mètres de profondeur, des kénophores. Des animaux gélatineux
possèdent des organes lumineux pour faire fuir leurs ennemis. Plus bas encore, 1000 mètres sous la surface, dans l'océan crépusculaire, je trouve les siphonophores. Ce sont les plus grands animaux du plancton. Certains mesurent jusqu'à 50 mètres. Leurs organes ne sont pas distribués, mais groupés. D'un côté, ils ont leur estomac, et de l'autre, les poches dont ils se servent pour flotter. Et entre les deux, ils déploient un filet pour attraper toute nourriture qui tombe de la surface. L'océan des abysses est comme une machine à remonter le temps biologique. Il y aurait 2000 espèces de poissons abyssaux. Un bestiaire effrayant. Des poissons vipères capables de manger plus gros qu'eux. Des sacopharynx qui gobent tout ce qui passe. La survie, à 1500 mètres de fond, est à ce prix. Vers 3000 mètres, plus de lumière. C'est le royaume du vampire des enfers, un cousin préhistorique du calamar. Le vampire a le sang bleu, chargé de cuivre. Ses yeux énormes détectent la moindre variation de contraste au-dessus de lui, vers la surface. Sa vision est ultra adaptée aux ténèbres. Lorsque des déchets touchent le fond, crabes, anguilles, éponges carnivores se gavent. Invisibles dans la boue, des milliards de bactéries se chargeront de digérer ce qui reste de vie. Ici, les espèces vivent plus lentement, jusqu'à 150 ans parfois, du fait de l'extraordinaire pression qui règne à moins 4000 mètres dans le fond de l'océan. L'oxygène se fait rare. Et moi, je suis là aussi, dans ce monde que je connais à peine. Je suis là car j'ai peur d'être en manque. Je cherche une matière devenue vitale pour ma civilisation. L'océan paraît fait d'eau. Il est en réalité l'alliance entre la vie, la chimie et la géologie. Tous les déchets, cadavres, particules d'algues qui proviennent de la surface, chaque petite cellule de l'océan finit sa vie ici, en neige marine. Depuis des millions d'années, le plancton mort chargé de carbone s'accumule au fond des mers. Il s'empile en couches épaisses et donne naissance à ces roches que l'on appelle calcaires et qui émergent en montagne à chaque baisse du niveau de la mer. Il arrive parfois que cet amas de cadavres ne se transforme pas en roche, mais fonde lentement en une matière visqueuse et noire. Le pétrole. Il en existe partout ou presque, dans les fonds marins et à terre, là où l'océan a un jour recouvert la planète. J'ai commencé par pomper les poches les moins profondes. Puis à mesure que ces réserves se vident, je cherche plus loin, plus profond. J'explore désormais des gisements jusqu'à 7000 mètres de forage. Les dernières réserves de pétrole se trouveront demain dans les parties les plus inaccessibles de la mer.
Ces flammes, c'est le plancton. C'est la vie que je brûle. J'ai 20 000 plateformes dans les mers du monde. Par an, je brûle 1 million d'années d'enfouissement du plancton. Ma révolution industrielle a coûté 100 millions d'années carbone à la planète. Je déplace 2 milliards de tonnes de pétrole chaque année à bord de mes supertankers, qui sont les plus grandes constructions mobiles du monde. Ce pétrole est la source principale d'énergie pour ma civilisation. Cette énergie me propulse au-delà de toute limite. Qui se souvient encore que dans leurs cales gigantesques, ces navires emportent une part de l'histoire du vivant de la planète? Avec cette révolution, ma vie a changé. Celle de la planète aussi. J'ai tant besoin de mes navires que j'ai coupé l'Amérique en deux pour relier les mers. J'ai créé le canal de Panama, une saignée de 80 km en pleine jungle. Il permet chaque année à 13 000 navires d'aller plus vite, plus loin. Un navire franchit la montagne toutes les 45 minutes. Pour alimenter les écluses de mon canal, j'ai créé un immense lac, le lac Gatun, qui stocke les eaux de pluie. Lorsqu'elles viennent à manquer, le canal frise l'arrêt technique. Matières premières en vrac, gaz, navires-usines, transport de véhicules, navires de croisière. La diversité de mes vaisseaux est infinie. Je transporte les 3/4 de mes marchandises par les routes de l'océan. De tous mes bateaux, le navire amiral est le porte-container. Des navires porteurs de milliers de boîtes en métal toutes pareilles. La richesse du monde, qui fait tourner mes usines, produit une nouvelle richesse qui me donne les moyens de transformer mes villages en cités immenses. Ici, à Panama City, il n'y avait que la jungle. Aujourd'hui, l'argent coule à flot. Rotterdam, Durban, San Francisco, Singapour. Mes navires tissent une toile entre les continents. L'océan a rapproché mes villes en un seul monde. Toutes les routes maritimes convergent vers l'Asie. Sur les 50 premiers ports mondiaux, 11 sont en Chine. Et le plus important s'appelle Shanghai. Il est situé au bout d'un pont de 34 km sur une île en pleine mer qui a été rasée pour y bâtir un port en eau profonde. Sur des kilomètres de quais, les grues géantes déchargent chaque année 30 millions de conteneurs qui seront échangés, déroutés, stockés. Qui sait où partent mes boîtes et ce qu'elles contiennent? Le trafic conteneur est comme un balai de boîtes vides à remplir et de boîtes pleines à vider. « 600 millions de conteneurs sont en circulation sur l'océan. Ils forment la clé de voûte du monde que j'ai créé. L'océan m'a offert la mondialisation. » La demande est telle que ma flotte a triplé en moins de 10 ans.
3000 cargos sont en construction dans les chantiers de Corée, de Chine et du Japon, qui assurent désormais 90% de la production. C'est le chantier de la démesure. Des ateliers gigantesques, employant plus de 10 000 ouvriers, découpent et rallongent les unités existantes. J'assemble des navires de plus de 400 mètres, soit la surface de 4 terrains de football. Cette marche forcée de l'industrie navale ne fait que répondre à un autre besoin industriel. L'usine du monde s'est déplacée ici, en Asie. La main-d'œuvre y est bon marché. L'océan m'a permis de mondialiser mon industrie. Un seul navire suffit pour apporter une forêt entière à mes usines, qui la transformeront en papier, en planches, en meubles, en produits manufacturés. La Chine est le premier importateur mondial de grumes. Grâce aux océans, aucune forêt ne lui échappe. Plus de 500 millions de tonnes de matières premières convergent vers Shanghai chaque année par la mer. Des stocks de minerais de fer, de cuivre, de métaux rares, le charbon, le bois que j'arrache à ma planète. Près des ports, mes usines font de l'acier, produisent une chimie nouvelle pour d'autres usines qui fabriquent, assemblent et emballent une production destinée à l'exportation dans le monde entier. La vie de 7 milliards d'individus est connectée à cette partie du monde. Mais qu'est-ce que ces pêcheurs peuvent encore prendre ici, dans les rejets d'usines et au cœur de ce monde déshumanisé? Mes villes poussent comme des champignons. Shanghai est le symbole de ma fuite en avant. 23 millions d'humains vivent dans cette mégalopole. Plus de 6 000 buildings sont sortis de terre. 20 000 nouveaux chantiers sont en cours. Une véritable frénésie de construire, de gagner vers le ciel. Tous les pays du monde rêvent d'avoir la croissance de Shanghai et de la Chine. La ville gagne sur les terres, mais elle doit sa fortune d'être aux portes de l'océan. Moi, l'humanité, j'ai fait de l'océan ma planète. Et si je me trompais? L'océan d'où je viens paraît si loin de moi aujourd'hui. En à peine 200 ans, j'ai bousculé 4 milliards d'années d'histoire naturelle. Je ne vois plus la beauté de la vie qui l'habite, mais juste ce qu'elle peut apporter à mon espèce et ce qu'elle me permet de produire. Tout ce qui vit autour de moi subit mon existence. Je laisse mon empreinte partout où je passe. On dit que les cachalots rêvent la tête en bas. Mais est-ce que moi, je ne suis pas en plein rêve de croire que je vais continuer cette frénésie de croissance sans conséquence?
100 000 de mes navires brassent les mers de la planète sans relâche. Plus mes besoins augmentent, plus mes machines sont nombreuses. Quoi que je fasse, ma civilisation industrielle détruit le monde naturel qui l'entoure. Le risque d'une pollution est devenu une menace pour tout ce qui m'approche. Je rejette partout des matières polluantes dans l'air et dans l'océan. Mais comment ai-je pu en arriver à ce point de démesure ? Dans les zones polaires, les glaces permanentes fondent sous l'influence d'un réchauffement global de la planète. Ici pourtant, pas d'usine, pas de machine. Ce réchauffement est causé par mes propres émissions de carbone. L'énergie fossile, le pétrole dont j'ai besoin pour ma civilisation, met l'océan en surchauffe. Mais ce phénomène a une autre et plus lourde conséquence. Au nord, la fonte des glaces permanentes de la banquise fait apparaître un océan libre. Les eaux, noires, absorbent alors la chaleur solaire que la glace blanche réfléchissait auparavant. Et le phénomène s'amplifie. Le réchauffement s'accélère tout seul. Au Groenland, comme en Antarctique, la fonte des glaciers qui recouvraient les terres émergées fait ruisseler des flots d'eau douce dans une mer salée. La grande circulation des courants marins, ce flux qui fait le tour du globe et régule le climat, s'enraye peu à peu. Quelles en seront les conséquences ? De mémoire d'homme, on n'a encore jamais vécu un tel changement pour le savoir. À plus de 20 000 km de là, très loin des régions polaires, le désordre climatique se fait déjà sentir. Il est invisible depuis la surface. Pour le voir, il faut plonger sur un récif des zones tropicales, comme aux abords du Trou Bleu au Belize, la deuxième plus grande barrière de corail au monde. Les coraux sont très sensibles au changement de température. Une différence d'à peine 1 degré pendant quelques semaines suffit à les tuer. Il ne reste alors qu'un récif de squelettes blancs. Ces blanchiments s'intensifient depuis peu. Tous les scientifiques sont très inquiets. Un quart des coraux de ma planète sont morts en moins de 50 ans. Le problème immédiat ne vient pas de leur mort, mais de l'impact de leur disparition. En mourant, ils ne laissent rien derrière eux. L'oasis marine devient un désert. Plus loin en mer, l'immensité de l'océan cache une autre inconnue. Après les coraux, c'est l'état de santé du plancton qui devient critique. Les missions scientifiques se multiplient sur cet océan que je commence à peine à découvrir. Elles cherchent à comprendre ce qui va changer dans la vie marine, la vie qui me nourrit. Il semble que le plancton, base de toutes les chaînes alimentaires, se concentre dans les zones polaires, là où l'eau reste tempérée. En moins de 50 ans, il serait remonté de 1200 km. Cette redistribution du plancton se répercute déjà sur la vie marine. Chaque année, les raies chauves-souris migrent entre le Brésil et les latitudes moyennes
en quête de leur nourriture. Chaque année, ce voyage les entraîne un peu plus haut, un peu plus au nord. Le réchauffement climatique bouleverse l'écologie de l'océan. Avec ce changement, mon territoire de pêche change aussi. Et pourtant, je sais que je ne peux pas m'arrêter de pêcher. Au Chili, là où on pêche un quart du tonnage mondial, la mer fait vivre des milliers d'artisans pêcheurs et leurs familles. Beaucoup se sont lourdement endettés pour financer leurs bateaux. Les espèces commerciales sont devenues rares. Alors, je me suis tourné vers ce qui reste. La sardine du Chili et l'anchois du Pérou n'étaient pas des poissons que je consommais. Désormais, j'en pêche plus de 10 millions de tonnes chaque année. C'est la plus grosse pression sur une seule espèce, la seule qui reste dans ces eaux. Le long du Chili, un puissant courant marin remonte du fond de l'océan. Le plancton est encore riche et la sardine abonde. Ce courant, c'est un upwelling. Il brasse l'eau et apporte des nutriments. Phoques et oiseaux viennent chasser les petits poissons qui se concentrent près de ces remontées. Les Chiliens pêchent à la Seine. De très longs filets que l'on referme par brassée de 40 tonnes. 500 000 poissons à chaque filet qu'une machine va aspirer dans la cale. Les sardines ne vivent que quelques années. Elles se reproduisent vite. Ces poissons bleus sont les derniers à résister encore dans ce monde que j'accélère. Mais je ne mange pas ces poissons. Je les pêche pour en faire de la farine. Une farine qui sert à nourrir mes élevages de poissons. Au total, dans le monde, j'élève 25 millions de tonnes de poissons de mer chaque année, essentiels venant de Norvège et du Chili. Je ne produis que des espèces de grande valeur marchande, des dorades, des saumons ou des bars. Il faut 4 kilos de sardines sauvages pour produire 1 kilo de poissons d'élevage. La pisciculture est une industrie basée sur une ressource sauvage. Et quand il n'y aura plus de sardines, je ferai quoi ? À mesure que la ressource s'épuise, je tente ma chance de plus en plus loin. La haute mer est libre. Les 2 tiers de l'océan sont à tout le monde, donc à personne, donc au premier qui se sert. Au large de l'ouest de l'Afrique, des armateurs voyous envoient de pauvres pêcheurs piller les dernières zones poissonneuses. À bord de leurs épaves, ces hommes sont livrés à eux-mêmes, ravitaillés une fois par mois quand ils ne sont pas tout simplement oubliés. Des hommes et des bateaux qui semblent sans valeur pour personne. En Mauritanie, le port de Nouadhibou est devenu un cimetière de bateaux pirates. Des centaines de navires saisis au large de cette côte, des épaves abandonnées, sans doute déjà remplacées par d'autres navires. Les navires pirates se concentrent sur les zones les moins surveillées, comme le secteur africain. En pleine mer, ces bateaux illégaux transbordent leur cargaison à bord de navires autorisés
pour pouvoir écouler en toute légalité leurs prises sur le marché international. Dans les pires estimations, cette pêche pirate représenterait 26 millions de tonnes de poissons, le quart du tonnage total de ma pêche. Le profit a pris le pouvoir en mer. Dans la mer, 90% des grands prédateurs a disparu. L'un des derniers d'entre eux, le thon rouge, est en voie d'extinction. Pourtant, sa pêche se pratique en toute légalité en Méditerranée, un des derniers refuges de l'espèce qui vient s'y reproduire. Les thons sont capturés dans un très grand filet que l'on referme comme un enclos. La prise sera remorquée vivante, puis engraissée dans une ferme avant l'abattage et la vente sur les marchés internationaux. Ce poisson est une ressource de luxe. Un thon de première qualité peut atteindre 300 kg et se vendre à plus de 500 000 €. La corruption et le mensonge règnent. Les flottes de pêche au thon bénéficient de millions d'euros de subventions européennes. Il n'y a plus de quotas, plus aucune précaution de préservation. À ce rythme, l'extinction du thon est l'affaire de quelques années. J'épuise ce bien commun parce qu'il n'est à personne et qu'il rapporte gros. Et demain, il va me rester quoi? Il y a aujourd'hui 400 zones marines déclarées mortes, vides de ressources, parfois même impropres à la vie. D'autres espèces prolifèrent. Les méduses existent sur Terre depuis près d'1 milliard d'années. Elles ont survécu à toutes les extinctions connues. Les thons rouges étaient un de leurs prédateurs. Leur disparition bouleverse un équilibre millénaire. Les scientifiques, les pêcheurs constatent de plus en plus de méduses dans l'océan. L'océan devient gélatineux et ce déséquilibre se retourne comme un piège contre moi. Loin des terres, là où je ne vis pas, l'océan me dissimule une autre réalité. Les courants dispersent sur la totalité du globe ma chimie, les polluants de ma création industrielle. Plus de 46 000 déchets plastiques par kilomètre carré en moyenne, partout sur les mers. Ce qui tue ces oiseaux vient de ma maison, de chez moi. Et pourtant, j'habite à des milliers de kilomètres de là. Je déverse 6 milliards de kilos de déchets plastiques par an dans la mer. Un plastique qui ne se dégrade pas, mais se microfragmente. Ce que ces oiseaux mangent, les poissons le mangeront, et je le mangerai à mon tour, en puisant dans l'océan par ma pêche et par mes élevages. Polluer à ce point le monde revient à m'empoisonner, moi aussi. L'océan est si grand
qui m'a forgé une idée de l'infinie ressource. Je me suis trompé. La planète océan ne dispose en réalité que d'une capacité de renouvellement limitée, qu'il me faut apprendre à gérer. Voilà pourquoi depuis la nuit des temps, tout ce qui vit sur cette planète respecte des rythmes et des limites. Voilà l'origine de la fameuse loi de l'équilibre naturel. Et moi, je veux rester sur Terre. Je veux être là demain. J'ai longtemps observé ces poissons. Je crois que je suis comme eux. J'évolue par consensus, en masse. Même si je comprends ce qui m'arrive, je ne peux pas choisir brutalement de changer le cours de ma destinée. Mais ma conscience collective peut déclencher une réaction en chaîne. Je veux croire que je pourrais réagir à temps. À Rio, il y a 20 ans, les hommes se sont rassemblés pour ouvrir le dossier de la Terre. C'était en 1992. Cette année-là, nos dirigeants ont voté 2500 recommandations pour sauvegarder la planète. J'ai cru au début symbolique d'une nouvelle ère. Mais ce n'était en réalité que le début d'une longue route. Depuis, que s'est-il passé ? D'autres sommets, d'autres réunions politiques, pour bien peu de résultats au final. Le risque d'une décision impopulaire, la concurrence, la corruption, la passivité ont tout bloqué. Pourtant, l'humanité en 20 ans a franchi un cap immense. La conscience publique a évolué. La question environnementale est devenue un sujet de discussion. Mais la discussion, ce n'est pas suffisant. Le temps me rattrape. À ce rythme, je cours à la catastrophe. Même au cœur de cette ville, Rio, tournée vers l'océan, je connais une pollution indigne qui m'interdit d'entrer dans la mer. J'ai même dû construire une piscine pour me baigner dans la plus belle baie du monde, devenue dangereuse pour ma propre santé.
À Rio, comme partout dans le monde, j'ai édifié des symboles d'éternité. Ici, un colosse, comme pour me protéger. Il contemple cet océan, mais que peut-il faire pour moi? Aucune religion, aucune croyance ne me sauvera. Il n'est plus temps de croire aux promesses du ciel. Seule mon intelligence me rendra capable de prévoir et de préparer mon avenir. Des décisions difficiles seront nécessaires. Il est encore temps d'imaginer une gouvernance humaniste et responsable pour rester sur notre planète océan.